Un point d'histoire sur l'importance des fusées devenues ces missiles très perfectionnés de part et d'autre. Si on remonte au V2 en 1945, dites-nous un mot de ça, Colonel Goya, c'est-à-dire il y a eu une espèce de course-poursuite dans les derniers mois de 1945 où Oui, Hitler au était 44. pas loin, 44-45, d'avoir l'arme suprême. Oui et non, c'est-à-dire que là, en réalité, c'était aussi un aveu d'impuissance, c'est-à-dire que l'Allemagne était incapable de frapper par des avions, de bombarder les pays alliés, les forces, parce que le ciel était allié. Mais ça, c'est l'ancêtre, Oui. en quelque sorte, Alors, de il y en a tous les deux. missiles qu'on Oui. voit là. Il y a d'abord les V1, ce sont des drones en fait, ce sont les premiers drones, des bombes volantes, et puis le V2 qui est le premier missile balistique véritablement moderne. En réalité, tactiquement, ça n'a pas servi à grand chose. Il y a des milliers qui ont été lancés. Ça fait des dégâts. C'est la première un peu offensive aérienne de machine. Voilà. Ça, c'était à l'autre bout, à Londres. Quand Oui. c'est arrivé à Londres, alors souvent, ça Alors, n'a pas... l'inconvénient, si vous voulez, le V1, le premier modèle V1, il est relativement lent, donc c'est un drone, donc on le voit arriver, et même avec des avions, des Spitfire, on pouvait les abattre facilement. Ça, on ne peut pas les abattre. Ça, on peut rien faire en fait. Le missile balistique, il est tellement rapide qu'il n'y a absolument rien à faire. Et du coup, ça devient effectivement extrêmement stressant parce que vous pouvez être bombardé à tout moment par un truc que vous ne pouvez pas arrêter. Vous entendez même pas, quand vous l'entendez, c'est trop tard. Voilà. Mais en réalité, l'efficacité stratégique, ça a été, elle a été quasi nulle. L'homme qui a incarné cette histoire, von Braun, dites un mot de cela, parce que c'est fascinant, c'est l'origine de la NASA en grande partie. Il est devenu un grand héros américain de la NASA, fêté aux États-Unis, membre du parti nazi, soutien de Hitler, qui avait fait travailler des déportés dans le camp de Dora, et que les Américains ont recyclé. Les Américains ont recyclé pratiquement tous les scientifiques allemands, nazis, justement pour participer au programme nucléaire américain. Mais c'est que non, la vraie nouveauté, c'est lorsque il y a ces missiles balistiques qui sont redéveloppés effectivement aux États-Unis et puis très rapidement aussi en Union soviétique. La grande nouveauté, c'est lorsqu'ils seront capables de porter des charges nucléaires et des charges nucléaires à grande distance. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez le Sputnik en 1957, ben là, on se dit, ça y est, on a un engin qui est capable de porter une charge nucléaire à l'autre bout du monde. Et ça c'est une nouveauté historique considérable. Ça change tout chez nous en France, par exemple. On se dit, tiens, voilà, pour la première fois. Et encore aujourd'hui, la France peut être détruite en quelques heures. Pour les Russes, le Sputnik, encore aujourd'hui, c'est quoi, 57 Encore aujourd'hui, pour les Russes, c'est un objet de fierté incroyable. Mais bien sûr, pour les Russes, tout ce qui touche à ce domaine est une matière à fierté. Et on le voit bien aujourd'hui. Et Vladimir Poutine le sait. Quand il fait ce bluff, quand il escalade sur ces petites marches de rhétorique, etc., il a derrière lui une grande majorité de son peuple qui est extrêmement fier du Spoutnik, du fait que la Russie post-soviétique soit dotée, du fait que justement après 1991, la dislocation de l'URSS, et l'Ukraine et la Biélorussie et le Kazakhstan ont dû rendre leurs armes nucléaires et que donc les Ukrainiens aujourd'hui le regrettent. Mais ça, c'est quelque chose qui marche encore aujourd'hui dans la population russe. C'est une fierté. Mais il est nostalgique de l'époque où l'Union soviétique pouvait être en pointe dans certains domaines. Le Sputnik, c'était le premier homme dans l'espace. En 1961, ils font exploser une bombe. Elle l'a été. Il faut dire ce qu'il y a. Elle l'a été. C'était presque une forme d'étonnement parce que l'Union soviétique, avec son économie centralisée, vraiment très primitive, avait réussi à surpasser. Elle était capable de prouesses dans certains domaines techniques. Et ça, c'est fini en réalité. Les Russes sont même plus capables d'envoyer un engin sur la Lune, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que cette offensive technologique de l'Union soviétique s'accompagnait d'un discours très anti-occidental. On était vraiment bloc contre bloc. Et c'est ce discours qui renaît avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire, nous sommes agressés, nous avons face à nous l'Occident, et j'imagine que dans l'opinion publique russe, le fait qu'il y ait des missiles américains qui frappent l'intérieur de la Russie, ça accrédite
cette idée que la Russie est légitime à avoir toutes ses armes parce qu'elle se défend contre une agression supposée de l'Occident. Dans la forme d'esprit de ces gens-là, le Poutine qu'on voit là, il est né quoi, en 53, quelque chose comme ça ? 52. 52. Son univers est là. Son univers est là, c'est-à-dire l'obsession du Spoutnik, la glorification de ces années-là. Son univers mental vient de là. Son univers mental, ce sont les Homo soviéticus, mais tous les gens de sa génération et juste en dessous ont également ce sentiment-là. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Russes, effectivement, qui disaient mais en fait, je suis un soviétique parce que c'est un moule très fort. Et leur frustration, c'est que effectivement, leur pays a perdu sa puissance, sa population et ses territoires. C'est pour ça qu'il y a une telle dichotomie entre les jeunes qui sont hostiles à la guerre et puis la génération, disons, au-dessus de 50 ans. Est-ce que c'est rassurant parce qu'on se dit au fond que c'est un monde faible et qui a perdu, ou est-ce que c'est inquiétant parce qu'ils sont animés d'une paranoïa et d'une nostalgie qui est quand même très loin? On est en 2024, je veux dire, c'est une nostalgie qui date des années 50, 60. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que on dit c'est l'univers mental de Vladimir Poutine, c'est aussi celui de Joe Biden. Il faut pas l'oublier. Joe Biden, il a connu la guerre froide, mais c'est l'homme de la guerre froide. D'où cette rhétorique qu'il a et d'où cette peur, j'allais dire, viscérale qu'il a de son obsession. C'est la Troisième Guerre mondiale, c'est la guerre nucléaire. Joe Biden, quand il était petit garçon à l'école, on lui apprenait à se cacher sous le bureau en cas d'attaque nucléaire. Donc il a connu, il a grandi avec ça. Il le retrouve à la fin de sa carrière politique face à Vladimir Poutine. Il est en train de revivre cette période, quelque part. C'est lui qui parle d'Armageddon et de ces choses-là. N'oublions pas que Vladimir Poutine a décrété que la plus grande catastrophe du siècle dernier, c'était effectivement la dislocation de l'Empire soviétique. Donc pour lui, de l'URSS. Donc pour lui, et il est vraiment vu comme ça. N'oublions pas qu'il est depuis plus de 20 ans au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, il y avait avant lui un homme déclinant dans sa santé, pour tout, qui était en même temps un homme qui représentait bien la quintessence du peuple russe, Boris Yeltsin, qui buvait beaucoup, ce que les Russes lui pardonnaient, parce que c'était très russe, etc. Après, quand Vladimir Poutine a été choisi par Boris Yeltsin, il a su rendre, ce n'est pas moi qui le dis, mais le peuple russe, sa fierté au peuple russe. Et c'est une des raisons premières pour lesquelles il a été vraiment plébiscité lors de son premier mandat. Rendre la fierté à ce peuple russe qui ne l'avait plus, qui l'avait perdu. Non, justement, moi j'ai entendu ça bien sûr très souvent, mais j'ai entendu dire quand on parlait de Gorbatchev ou de Yeltsin, des gens dire on aurait dû les fusiller parce qu'ils ont détruit l'Union soviétique ou fait honte ou amené une forme de pauvreté et cette humiliation qui est quelque chose qui est évoqué très souvent par Vladimir Poutine et par d'autres Russes de sa génération. Et peut-être que tout ça est un peu inquiétant d'ailleurs, parce que il est possible que cette narration renforce Vladimir Poutine. Alors, c'est très compliqué, je crois qu'il n'y a pas de sondage libre en Russie, donc on a du mal à savoir ce que pense l'opinion publique, mais si vraiment ce ressort de la nostalgie d'une grandeur perdue, d'une Russie grande puissance, avec cette tentation impériale qui est presque aussi vieille que ce pays, si ça c'est encore très fort, ça doit être nourri par cette guerre, et donc on a beaucoup dit que les sanctions économiques, le nombre de morts et de blessés affaiblissaient la Russie. Moi je me demande, sans avoir la réponse, si au contraire cette guerre ne renforce pas, si ce n'est la Russie, en tout cas le pouvoir de Poutine. Les avatars du communisme, le régime nord-coréen, là encore en 2024, ce régime qui fait beaucoup penser par certains côtés au stalinisme des années 50, écoutez ce que dit Lloyd Austin, le secrétaire de défense à l'américain, ça y est, les Nord-Coréens semblent bien à 2 doigts d'entrer en Ukraine, s'ils ne le sont pas déjà. Les Nord-Coréens sont-ils effectivement engagés ou pas dans les combats ? Bien que nous n'ayons pas vu de rapport significatif à ce sujet jusqu'à maintenant, il y a quelques jours, j'ai déclaré qu'environ 10 000 soldats nord-coréens étaient présents dans la région de Koursk et avaient été intégrés aux formations russes. Compte tenu de la formation des soldats nord-coréens et de leur intégration en formation russe, je m'attends pleinement à les voir engagés au combat bientôt. Et on verra ce qu'il en est, mais d'abord, est-ce que c'est le but, disons le but en réalité, ils sont venus combattre à Koursk, mais est-ce que le but est-ce qu'ils se battent du point de vue russe en Ukraine ?
Sur le sol ukrainien, je veux dire. Oui. Pour l'instant, ils sont, les unités de combat sont dans la région de Koursk, a priori. Ce qui n'empêche pas d'avoir des individus, des instructeurs, si vous voulez. Ils ont bon dos, les instructeurs. Non, mais ils ne vont pas faire du tourisme. Ils ne vont pas faire du tourisme. Ils font de la reconnaissance. Les Ukrainiens avaient dit qu'ils avaient tué déjà des soldats nord-coréens il y a déjà plusieurs semaines. Qui étaient sur les postes de tir de missiles nord-coréens. Il y a 1600 missiles Kn-23 nord-coréens qui sont tombés sur l'Ukraine. C'est l'équivalent de missiles Iskander. C'est énorme. Et ça depuis déjà plusieurs mois. Donc, et puis, avec tous les obus, tous les équipements qui ont été fournis par les Nord-Coréens, il y avait peut-être effectivement des gens qui étaient là pour porter les caisses. Donc oui, il y a probablement déjà aussi des Nord-Coréens qui sont sur le sol ukrainien. Maintenant, voilà, visiblement, l'idée, c'était de garder cette grande unité d'infanterie nord-coréenne dans la région de Koursk. D'abord parce que c'est effectivement une zone maintenant de combat principale, c'est prioritaire. Et puis ensuite, c'était pour diminuer un petit peu l'impact en disant, voilà, ces Nord-Coréens, certes, ils sont en guerre, mais c'est pour défendre le sol russe. Et en fonction d'un traité, d'une alliance en bonne et due forme, et donc on respecte parfaitement le droit russe. La force du symbole, ils viennent quand même de très loin. Regardez la carte. Si on essaye de faire le trajet en train, alors j'ai essayé sur Google, je sais pas quoi, c'est déjà, il y a c'est très incertain quand même. Je sais pas si vous avez fait ce trajet en train une fois. Alors pas de Corée du Nord, mais de Vladivostok c'est le transsibérien ou au-dessus. Voilà, là on voit effectivement le petit bout de frontière, puisqu'il y a un petit bout de frontière donc entre la Russie, Vladivostok et la Corée du Nord, et ensuite il faut faire tout le trajet. C'est quoi? 7000 km. Oui, il y a 7000 km. Ils sont de la Corée du Nord jusqu'à Koursk. Ils sont à 7000 km de chez eux. Voilà, regardez le trajet. Il y a là vraiment une forme de moment historique, Guillaume Roquette, c'est-à-dire cette puissance communiste qui, de l'autre bout du monde, vient combattre aux portes de l'Europe. Oui, et c'est un signe à la fois du caractère mondial de cette guerre et aussi du fait que la Corée du Nord est en train de devenir une puissance globale. C'est pas avec 10 000 hommes qu'on va changer le cours de la guerre, mais comme le colonel Goël rappelait, il y a eu un nombre très important, plusieurs millions d'obus qui ont été fournis, des équipements de toutes sortes. Et le moins qu'on puisse dire est que l'espèce de personnage un peu grotesque qu'on voit à l'écran là, aujourd'hui, il ne fait plus rire personne, parce que les menaces sont concrètes, et c'est une menace à la fois nucléaire, avec les essais qui se multiplient, et purement, bassement, entre guillemets, conventionnel. Et c'est assez fascinant de voir que ce pays qui est ruiné, qui ne produit pas grand-chose, qui a le PIB d'un département français, arrive à être aussi inquiétant. La course aux soldats, il y a une accélération des événements de ce point de vue-là. Là, ce soir, on apprend, c'est une information du Financial Times, sur le fait que des recrues yéménites se sont rendues en Russie, ont déclaré qu'on leur avait promis un emploi bien rémunéré et la citoyenneté russe. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été enrôlés de force dans l'armée russe et envoyés sur le front en Ukraine. Donc, si je comprends bien, ce sont des Houthis, qui viennent depuis le Yémen, qui sont envoyés dans il y a un choc thermique, disons, entre le Yémen et la région de... Il y a une petite phase d'adaptation quand même là aussi. Mais ça avait commencé dès le mois de juillet, ces rumeurs de Houthis en Russie. Mais les Russes ont besoin d'hommes, on l'a dit, on le répète. On a parlé aussi de Népalais, il y avait aussi des Indiens. Souvenez-vous, quand Vladimir Poutine a rencontré le Premier ministre indien récemment, Modi, ils ont parlé de cela, parce que justement les Indiens étaient absolument furieux qu'il y ait une telle attirance de la part d'un certain nombre de leurs concitoyens pour aller en Russie et se faire avoir, si je puis dire, par ce bon salaire. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer avec ces Yéménites Houthis. Donc on voit bien que tout est fait pour qu'il n'y ait pas une seconde vague de mobilisation déclarée en Russie. En fait, en toile de fond, il y a quand même, et ça c'est très inquiétant, le renforcement d'un axe Moscou, Pékin, Pyongyang, Téhéran. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Houthis, c'est un mouvement armé qui est soutenu par l'Iran, qui aujourd'hui contrôle un tiers du territoire yéménite, la partie utile, la capitale Sanaa, et évidemment la côte de la mer Rouge. Mais ça, c'est l'aspect géopolitique de cette histoire. Mais c'est aussi une histoire de gens qui sont très très pauvres. Et c'est du trafic d'êtres humains, tout simplement. Parce que quand on dit c'est des Houthis, les gens qui sont manipulés comme ça, c'est pas des gens qui vont
combattre en Ukraine par adhésion idéologique à un projet de nouvelle Russie ou que les instructeurs russes, justement pour parler d'instructeurs, sont beaucoup à Sanaa. Hein. Ouais. Oui, il y a des contacts. C'est assez fréquent les contacts, donc on voit bien que les liens sont là. Est-ce que Poutine se prépare, lui, en fait, à une guerre avec ou sans Trump? Est-ce qu'il y a une hésitation sur le fait que Trump va vraiment changer le cours? Est-ce que Poutine est en train, dans une forme de rage, de monter en puissance, peut-être en se préparant à autre chose? Écoutez-le, de quelle manière il menaçait l'Occident en général, toujours avec son thème récurrent, et lui revient toujours à son missile Oreshnik, dont il veut, dit-il, une fabrication en masse et très rapide. Le test a été un succès, je vous en félicite. Et comme cela a déjà été dit, nous poursuivrons ces essais, y compris dans des conditions de combat, en fonction de la situation et de la nature des menaces qui pèsent sur la sécurité de la Russie. Il est nécessaire de mettre en place une production en masse du missile Oreshkin. Supposons que la décision de produire ce système en série ait été prise. Voilà. Est-ce qu'on est sûr, il faut toujours penser contre soi-même, commentateurs disent en réalité il attend Trump, est-ce qu'on est sûr de ça? Parce qu'en réalité, 100 000 Nord-Coréens, cette menace de produire, alors on verra ce que ça vaut ou non, j'espère qu'on ne verra pas, surtout ce type de missile. Il ne va pas produire en masse d'ici le 20 janvier. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce qu'en réalité, lui est dans une logique de surenchère? De toute façon, il est aussi dans une logique assez claire, c'est qu'il y ait un accord ou pas d'accord, il faut qu'il remporte le maximum de batailles sur le terrain, le maximum de territoire, et surtout à Koursk. Parce que c'est une humiliation pour lui. Si à un moment donné, il y a des négociations... Il doit négocier une part de son propre territoire. Une part de son propre territoire. Donc je crois que c'est surtout ça pour le moment. Mais de toute façon, après, la Russie va continuer à se militariser. Et en ce qui concerne ses productions en série, moi j'ai entendu ça en 2018 déjà, avec les missiles hypersoniques et en disant on va les produire en série. Et en fait, à ce moment-là, ça n'a pas été fait. Alors, il est vrai qu'il n'était pas en guerre. Mais effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il ne va jamais désarmer de toute façon. La volonté de surarmer, d'armer à tout prix. Regardez le cours du rouble. C'est très intéressant parce qu'on voit, on l'a pris sur une année avec notre chef d'édition Mélina. Regardez, si on fait la courbe sur une année, on voit qu'en réalité, les choses se passent très mal pour l'économie russe, mais peu lui chaud. Pour lui, il faut absolument que la machine à canon, la machine à obus, la machine à Oreshnik tourne à plein régime, quels que soient les sacrifices que ça représente, et ils sont considérables. Oui, mais alors les Russes ont l'habitude de faire des sacrifices. On parlait tout à l'heure de Yeltsin, le taux d'inflation, c'était pas à 8 ou 10%, c'était à 2600%. Oui, c'est ça. Alors ils n'étaient pas heureux de cette période-là. Il y a une capacité de souffrance de la population soviétique qui est une évidence, et ça, il le sait bien. Non, je pense que Vladimir Poutine va arriver en position de force dans une éventuelle négociation. Pourquoi? D'abord parce qu'il est le problème et que Donald Trump a promis, lui, d'être la solution. Et moi, je vois très bien Vladimir Poutine, hypothétique, c'est une projection, avoir des exigences maximalistes et internationales. C'est-à-dire, il va s'asseoir en pesant ce que pèse la Russie, mais en pesant aussi ce que pèse aux côtés de la Russie la Corée du Nord, l'Iran, peut-être la Chine, et avec des exigences, en disant très bien, nous cessons la guerre en Ukraine, si vous apportez également des garanties de sécurité à mon ami et allié Kim Jong-un, si vous cessez de livrer des armes à l'État hébreu, si vous levez une partie de vos tarifs douaniers contre la Chine, et sinon nous allons poursuivre et nous allons continuer.